Bon, alors on m'a toujours dit que pour terminer à l'heure, il fallait commencer à l'heure, donc on a un petit peu de retard. Je vous prie de nous excuser. Euh, un sujet, nous, qui nous a vraiment fait travailler. On a bien travaillé avec nos quatre invités, Marguerite et moi. On est sur une thématique qu'on aurait pu prendre sous le prisme hyper techno, puisque moi je me présente, je suis David Pototon, directeur de la communication de l'Agence du numérique en santé. Et en fait, on s'est dit avec Marguerite Braque de la Perrière, qui elle est avocate depuis assez longtemps et spécialisée sur les sujets de numérique, on aurait pu se dire, tiens, on va tirer le fil du numérique au service de l'efficience. Alors, on va parler de numérique, forcément, puisque là, elles sont toutes et tous connectés, mais on va rentrer plutôt par un prisme qui est comment est-ce que les femmes et les hommes qui font le système de santé vont permettre de garantir sa pérennité. Je vais vous présenter nos invités, comme ça ils n'auront pas besoin de le faire. Il y a Marie-Astrid, voilà, Marie-Astrid Meyer, elle qui est chef de la mission à la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins. Elle est spécialiste du développement des IPA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme IPA, IPA ça veut dire infirmière en pratique avancée. Elle défend une organisation plus fluide et une meilleure coordination entre la ville et l'hôpital. Ça, vaste sujet, hein, la coordination ville-hôpital. Et puis elle porte surtout une vision très humaine de la transformation des pratiques des infirmières. Nolwenn François, que moi je connais bien puisqu'on travaille ensemble à l'Agence du numérique en santé, c'est ma spécialiste, mon experte comment dirais-je, de l'hôpital, parce qu'on voulait aussi parler de l'hôpital, puisque c'est un pilier très important, l'hôpital, de notre système de santé. Elle met beaucoup en lumière le rôle central, hein, des soignants à l'hôpital, puisqu'elle en vient, elle connaît bien le secteur. Et puis surtout, ce qu'elle défend, Nolwenn, c'est l'usage intelligent et utile du numérique pour libérer du temps médical pour les soignants. Laure, qu'on ne présente plus, hein, puisqu'elle fait toutes les tables rondes quand même. Laure, c'est la fondatrice et directrice générale de l'association Patients en réseau, puisqu'on peut parler du système de santé du point de vue des soignants, mais les patients ont un rôle de plus en plus important. On dit bien le patient au centre du dispositif. Elle porte donc la voix des patients dans la construction du parcours de soins. Elle a expérimenté aussi pas mal de choses avec l'article 51, tu nous en parleras, Laure. Et puis elle défend un système de santé plus coordonné, plus humain et à l'écoute des patients. Et le garçon de l'étape, c'est Thibaut d'Algérie, qui est cofondateur et CEO de Swing Santé. C'est une solution numérique qui favorise le remplacement des médecins, des médecins libéraux. Lui aussi, hein, il est comment dirais-je, il a une grande expertise du numérique, et en fait la solution qu'il propose, il en parlera tout à l'heure, elle permet de faciliter, d'être un facilitateur, un peu le Tinder des médecins libéraux pour coordonner leur remplacement. Alors, juste en introduction, donc Marguerite, est-ce que tu peux juste faire un petit focus sur cette notion de l'efficience, notamment du point de vue du financeur de notre système de santé, qui est l'assurance maladie. L'idée, c'est de ne pas redire ce qu'a dit l'autre Marguerite Cazeneuve hier à la cérémonie inaugurale. Merci beaucoup pour cette intro. Merci à nos invités de qualité. Merci pour ton organisation, surtout David. C'est vrai qu'on sait qu'on fait face à des grandes difficultés, à un déficit historique et colossal de la sécurité sociale. On constate que bien entendu, la coordination entre la ville et l'hôpital, les parcours de soins ne sont pas assez fluides. On constate qu'on manque de soignants. On est face effectivement à une croisée des chemins où finalement notre système de solidarité nationale qu'on aime tant, auquel on est tellement attaché et qui est une particularité que nous envient beaucoup de pays en Europe et ailleurs, est sur le point de tomber en fait. Donc c'est vrai que face à ces constats qui sont assez alarmistes et qu'a très justement évoqué hier Marguerite Cazeneuve de la CNAM, on a quoi comme solution? Qu'est-ce qu'on a comme solution? Les solutions qu'on a, elles sont évidemment au niveau des soignants. Au niveau des soignants, au niveau de leur organisation, pour leur faciliter la vie.
Donc la gestion des parcours, la gestion des conditions d'intervention, etc. Et donc ça, c'est un premier sujet que vous allez traiter aujourd'hui. Et le deuxième sujet, c'est vraiment comment est-ce qu'on permet aux soignants de bénéficier des solutions numériques qui vont les assister, les augmenter, sans alourdir leurs tâches déjà trop nombreuses. Donc, et là-dedans, comment est-ce qu'on gère comment on optimise toutes les données qu'on collecte dans ce cadre. Comment est-ce que ça vous aide dans votre relation avec les patients et dans votre organisation dans le cadre de la prise en charge? Alors, allez, un peu de mise en bouche, parce que c'est vrai que ça peut être perçu comme un mot valise, mais il y a des vraies réalités derrière le mot efficience. Moi, j'ai une première question. Alors, c'est une question collective. Après j'aurai des questions un peu plus personnelles. Ça veut dire quoi pour vous, efficience du système de santé? C'est quoi le premier réflexe que vous avez quand vous entendez ce mot efficience? Est-ce que c'est un sujet d'organisation, un sujet humain, un sujet technique, un sujet numérique? Voilà, donc je ne sais pas qui veut... Voilà, la première. Allez, Marie-Astrid. Allez, je me lance. Alors, déjà, pour moi, le mot efficience, comme tu l'as dit, en fait, c'est vraiment un mot valise qu'on retrouve partout et en permanence et qui peut vraiment faire peur aux soignants, typiquement quand ils sont sur le terrain. Personnellement, j'aime voir l'efficience plutôt sous le prisme de la valeur humaine, parce que quand vous êtes derrière un système de santé, en fait, vous avez des hommes, des femmes qui sont au service des personnes les plus vulnérables et vous avez aussi des personnes soignées. Donc oui, il faut de l'efficience, c'est-à-dire avec les ressources RH dont je dispose à un instant T, tout en bénéficiant d'une certaine qualité des soins, de garder cette qualité et cette sécurité des soins. Comment je fais à moindre coût? Donc j'ai envie de voir vraiment le mot efficience, à garder ce prisme vraiment de l'humain, avec derrière toute la dimension outillage possible au travers du coup du numérique notamment, mais pas que, sortir de cette logique complètement comptable en fait qu'on peut retrouver et qui est le piège en fait de l'efficience. C'est vraiment sortir de la dimension comptable. Laure, peut-être de ton côté, toi, le point de vue du patient sur le mot efficience, ça évoque quoi? Alors, je dirais que, en 2 mots, je dirais que l'efficience, c'est la pertinence de la proposition de parcours de soins qui rencontre les contraintes des ressources, qu'elles soient humaines, financières ou autres. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que l'efficience, on se le prend en pleine tête quand on devient patient. En gros, les questions, c'est quoi? C'est est-ce que la maladie que j'ai, on aurait pu la prévenir, la dépister? Ça, c'est le premier levier d'efficience et d'économie. La deuxième chose, c'est on trouve un truc qui cloche, il va falloir aller dans un centre. Moi, je prends que des exemples en cancérose, notre association est dans ce prisme-là. Mais la cancérologie, je dirais, se rapproche de plus en plus de certaines maladies chroniques. Donc voilà, mais je prendrai tous mes exemples sur ce champ-là. Donc typiquement, ce qui se passe, c'est pour certains patients, par exemple, on va dire, vous avez un nodule dans le poumon qu'on a découvert en ville. Est-ce qu'il va falloir que j'aille entre 10 à 15 fois pour des examens complémentaires, différentes consultations, etc., avant d'avoir accès à ma chirurgie et éventuellement d'autres traitements? Ou est-ce qu'en fait, je vais avoir un établissement qui propose un parcours diagnostic en 1 ou 2 jours pour qu'on évite toute cette fatigue, tout ce stress, cette attente et cette maladie qui galope pendant les semaines qui attendent? Ça, c'est la vraie vie. Après, quand je suis en cours de traitement, on voit bien qu'il y a des outils notamment qui se sont beaucoup développés dans les établissements, que ce soit des grands CLCC, des cliniques, etc., où on va déjà pas mal améliorer l'organisation de vous avez rendez-vous à telle heure, vous avez chimio, vous avez ci, vous avez ça, et on peut implémenter un petit peu de contenu. Ça, c'est déjà pas mal sur le terrain, il faut vraiment que ça se continue. Et là où il y a un énorme levier d'efficience, c'est aussi le suivi des patients quand ils ne sont pas à l'hôpital. Il faut réaliser qu'en cancéro, on passe 2% du temps
à l'hôpital. On vous opère le matin, vous sortez l'après-midi, vous faites votre chimio sur la journée, vos rayons sur la journée. Et beaucoup de traitements maintenant sont des thérapies orales que je prends tout seul à l'hôpital. Et même mon immuno que je vais avoir reçu dans le bras, on va dire, eh bien, finalement, je vais en hôpital 2 jours, mais l'effet des traitements, réaliser qu'il y a des effets secondaires, etc., je serai tout seul à la maison. Et donc les outils actuellement donc, de télésurveillance, mais on va en parler aussi, de parcours coordonnés, renforcés, qui devraient voir le jour après les expérimentations d'article 51, c'est aussi se dire que l'hôpital ne pourra pas tout faire, qu'il faut s'ouvrir sur la ville, qu'il faut aider les patients, parce que sinon, en fait, on a oublié qu'on n'était pas que des bénéficiaires du soin, on participe aux soins, puisqu'en fait on nous demande d'évaluer nos effets indésirables, d'en rendre compte, etc. Et là, on n'est pas tous armés de la même façon, donc on a besoin d'être accompagnés, qu'on nous informe, il y a beaucoup de questions de comprendre ce qu'on attend de nous, on n'est pas tous soignants, donc ça s'apprend, en fait, tout simplement, mais encore faut-il le faire. Voilà, je me tais parce que sinon je... Voilà, place. Alors pour toi, Nolwenn, je ne savais pas, 2% du temps en oncologie, enfin c'est pas beaucoup en fait à l'hôpital. On pense qu'on en attend beaucoup. Donc toi, ça veut dire quoi de ton point de vue? Alors, du point de vue de l'hôpital, moi je répondrais je regarderais d'abord l'organisation, parce que en fait à l'hôpital on travaille en équipe. On a tout un parcours à l'intérieur de l'hôpital, en plus d'avoir son parcours à l'extérieur de l'hôpital. Et cette organisation est forcément au service des humains. Et les humains, c'est les soignants, mais ce sont aussi les patients, leurs accompagnants. En fait, c'est tout un environnement. Et cette organisation, elle doit s'appuyer, oui, sur le numérique. C'est un petit peu pour ça que je travaille. Mais il n'y a pas que le numérique. Il y a la formation, il y a les locaux, il y a comment on pense le parcours du soignant dans sa journée. Et c'est vraiment le socle qui fait qu'on va pouvoir travailler en confiance, on va pouvoir se faire soigner en confiance, avoir la sécurité de savoir que quelqu'un a comme mission dans une organisation très claire de partager un certain nombre d'informations, d'accompagner, de prendre en charge, etc. pour pouvoir avancer. Et les outils qu'on met en place doivent servir à ça, on y reviendra. Mais ce n'est pas seulement le numérique qui est au service de cette organisation. Et alors, du côté des médecins que tu rencontres, que tu connais, Thibaut, ça veut dire quoi, efficience? Merci. Alors moi, je vais orienter ma vision justement sur les pros de santé. Nous, ce qu'on constate au niveau du remplacement médical, c'est qu'aujourd'hui, on a un manque d'organisation et de solutions numériques sur le remplacement médical. Ce qui fait qu'on a une perte de connexion entre remplacé et remplaçant, et donc, in fine, une perte de consultation, de dizaines de millions de consultations chaque année en France. Et nous, chez Swing, ce qu'on a cherché à développer, c'est une solution qui va allier l'humain, le numérique et l'organisation pour, in fine, rendre l'offre de soins plus efficiente, en tout cas à notre échelle. Merci pour votre définition de l'efficience. Il y a interrogation écrite après, j'espère que vous avez noté. Il y a un petit questionnaire qui va vous arriver. On va passer après comment dirais-je, à l'axe qu'on avait décidé de prendre avec Marguerite, qui est ce sont les femmes et les hommes qui font tenir notre système de santé. L'idée, c'est de montrer que voilà, c'est vraiment l'humain qui est derrière les pratiques. Alors, une première question à toi, Nolwenn. On entend toujours l'hôpital est sous pression, hein, on l'a vu, enfin on le sait, hein, il n'y a pas que la crise sanitaire d'il y a 5 ans qui l'a démontré, mais quand on a échangé, Nolwenn, pour préparer cette table ronde, tu avais beaucoup insisté sur le fait que les équipes, en fait, elles avaient un rôle important, à l'hôpital. Selon toi, c'est quoi ce qui les fait tenir aujourd'hui ? Je dirais que c'est un rôle porteur de sens. Et s'ils perdent ce sens, alors nos équipes ne tiendront plus. Je pense que quand on travaille comme soignant en secteur hospitalier, mais ailleurs aussi, c'est parce qu'on a la conviction de venir accomplir une mission utile, une mission au service de tous. Et les projets qu'on mène dans le numérique, en particulier dans ce qui me concerne, doivent respecter ce sens-là et s'y inscrire. C'est-à-dire qu'on travaille, c'est ce qu'on fait, mais on peut le faire certainement encore plus et encore mieux,
de travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, les parties prenantes, pour nous, ce sont les éditeurs de solutions numériques. Ce sont aussi ceux qui s'en servent. Donc, les soignants, infirmiers, médecins, les personnes techniques aussi dans les établissements hospitaliers, pour pouvoir construire des outils qui soient adaptés aux organisations, aux besoins des soignants, aux besoins des parcours de soins et aux besoins des soignés également, évidemment, puisqu'on les a forcément inclus dans ces parcours. Et pour ça, on a nous-mêmes aussi, on s'attache à avoir autour de la table une excellente connaissance des organisations, des parcours de soins et des organisations hospitalières en particulier dans ce domaine-là. Et on fait aussi d'ailleurs, pour s'appuyer là-dessus, sur cette bonne connaissance, des expérimentations très régulièrement sur le terrain, où on va confronter ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on imagine, les outils qui existent pour pouvoir en ressortir les bonnes pratiques, ce qui ne va pas, les adapter et puis orienter, aider les projets, la mise en place et l'utilisation de l'ensemble des outils. Merci beaucoup. Marie-Astrid, du coup, la question quand on parle d'équipe, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui les infirmières en pratique avancée, les IPA, peuvent effectivement être un renfort thérapeutique dans le parcours, et donc comment est-ce qu'elles s'insèrent dans le collectif et dans l'utilisation éventuellement des outils, mais ça, on va le voir après. Merci pour la question. Alors permettez-moi d'abord, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que donc des infirmiers en pratique avancée, de très rapidement vous expliquer ce nouveau métier, en fait, ce nouveau métier offert actuellement aux infirmiers, parce que c'était la plus grosse profession, mais la pratique avancée, c'est aussi pour les autres professionnels tous les auxiliaires médicaux vont pouvoir prétendre à ça. Donc, il faut imaginer des infirmiers qui repartent faire des études universitaires, donc 2 ans supplémentaires, qui leur apportent le grade de master et qui leur permet en fait de devenir des infirmiers autonomes, c'est-à-dire sans prescription médicale, et de faire en plus un certain nombre de choses du champ médical historiquement, donc comme l'adaptation, le renouvellement du traitement, dès lors que le patient est stable et que ça reste dans ses compétences. Et si le patient va moins bien, on réoriente vers le médecin. Donc il y a un vrai travail de collaboration entre l'IPA et le médecin. Donc c'est vraiment un professionnel qui va pousser, on va dire, son champ infirmier, parce qu'elle ne le nie pas, hein, c'est vraiment ça le cœur du métier. On cristallise sur la prescription, mais c'est pas ça une IPA. Donc elle va faire un certain nombre de choses. Elle peut faire effectivement des évaluations, des conclusions cliniques, des actes techniques qu'elle pouvait faire précédemment, de l'éducation thérapeutique et enfin renouveler, adapter aux besoins la prescription du patient. Donc le scope est quand même assez large et il faut vraiment voir ces IPA comme un couteau suisse qui ont un panel de possibilités et qui s'insèrent dans un lieu d'exercice. Ça peut être en ville, coordonné par un médecin, ou à l'hôpital. Et en fonction du lieu d'exercice, du besoin sur le territoire, elle va développer telle ou telle compétence plus qu'une autre. Donc, je vous l'ai dit, ce sont des infirmiers, donc des paramédicaux, qui ont des compétences médicales, donc ça fait peur. Ça fait peur aux infirmiers parce qu'on se dit, on les a appelés les super infirmières, c'est comme ça qu'elles sont appelées au Canada, parce que c'est un métier qui existe depuis plus de 50 ans là-bas. Et on fait peur aux médecins parce qu'on parle d'ubérisation de la médecine. Donc vous imaginez bien que dans ce contexte-là, en fait, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer les choses. Donc, depuis, en plus, la loi RIST, elles ont la possibilité de l'accès direct. Donc, elles peuvent recevoir des patients en accès direct et primo-prescrire avant même qu'elles aient vu un médecin. Donc là, mon travail est justement de faire en sorte que tout ça soit efficient, réponde à un besoin sur le territoire, sans cristalliser les rancœurs qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'on a le I de infirmier, qu'un infirmier, dans son ADN, il collabore, il travaille avec différents professionnels de santé. Donc je dirais que l'IPA s'insère là où il y a un besoin, de façon coordonnée, jamais au détriment d'une autre profession. Et donc c'est un acteur clé, un nouvel acteur, qui est là pour assurer le lien entre la ville et l'hôpital. Et je pense que sur le parcours des patients, il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, merci.
Juste, je voulais savoir, l'IPA, c'est hôpital, mais c'est aussi En ville. en ville aussi, oui. Tout à fait. On précise Mais bien, ouais. c'est en ville, en exercice coordonné par un médecin. Donc elles ne peuvent pas poser leur plaque en libéral comme ça. Elles doivent être en équipe de soins primaires coordonnée par un médecin généraliste, ou alors en équipe de soins spécialisés, en assistance d'un médecin spécialiste, dans un établissement, centre de santé, maison de santé, etc. Voilà. Merci beaucoup. Laure, est-ce que du point de vue du patient que vous représentez aujourd'hui, cette nouvelle organisation est déjà perceptible, est déjà en place? Est-ce que ce nouveau rôle d'IPA, il se traduit déjà dans les parcours concrets aujourd'hui? Alors justement, j'avais envie de rebondir parce que ce qui est assez intéressant, c'est que quand on demande sur notre association, qu'est-ce que c'est une IPA, les gens ne savent pas. Mais par contre, les patients qui ont une IPA, ils le savent très bien. Et ils sont souvent très contents. Pourquoi? Parce que justement, l'IPA, elle a une place spécifique. Elle explique son rôle de façon très claire. Et surtout, en fait, il y a un vrai bénéfice pour les patients. En 2 mots, ce qu'on peut dire, c'est que... en fait, elles s'inscrivent dans, surtout, je pense que quand on pense au parcours de soins et à l'efficience en général, il faudrait que collectivement, d'ailleurs, on travaille sur les parcours et les temps forts du parcours. Et en gros, si on imagine, j'ai un temps fort hospitalier pour la prise en charge de mon cancer, souvent, en fait, là, on va me présenter l'IPA, elle va être en duo avec le médecin spécialiste, et après, en fait, elle va participer à mon suivi. Et ça, c'est très apprécié par le patient parce que souvent, avec l'oncologue, par exemple, on va avoir peu de temps, on va se concentrer sur le scanner, est-ce que ça marche, la molécule, est-ce qu'on garde le même traitement, etc. Et avec l'IPA, je vais avoir plus de temps et une professionnelle qui est vraiment spécialisée dans l'écoute globale de ma situation, les besoins en soins de support, l'orientation en ville. Et du coup, ça, on l'a vu, ça marche très bien. Et du coup, les patients se sentent plus écoutés et bien en lien et bien suivis, en fait. Donc, ça paraît être vraiment une très, très bonne idée de pouvoir développer ces rôles, notamment pour les patients, j'allais dire, en situation avancée métastatique, par exemple, qui ont des suivis de long cours et où donc ça va s'inscrire sur des mois, des années. Et d'alterner comme ça, oncologue, IPA, c'est vraiment un bénéfice pour tout le monde. Très intéressant. Merci beaucoup, Laure, pour ce retour. La question qu'on se pose, du coup, c'est dans quelle mesure est-ce que ça va, in fine, permettre une prise en charge, on va dire, avec un rapport médico-économique plus intéressant aussi? C'est-à-dire que sous l'angle du patient, on voit bien l'intérêt d'avoir une IPA. On voit bien que, effectivement, on va pouvoir bénéficier d'un suivi plus rapproché. Voilà. Mais est-ce que aussi, ça se traduit finalement par un bénéfice pour la société, c'est-à-dire que on va prévenir des situations qui sont génératrices de coûts importants, voilà. Alors ça, du coup, je ne sais pas s'il y a des études médico-économiques, mais ça serait évidemment très utile. Et puis, très souvent, on peut aussi, puisqu'on est quand même aussi sur de la technologie aujourd'hui, très souvent, ces IPA, en fonction de leur prisme, elles vont utiliser des outils. Elles vont éventuellement aussi aider les patients à s'embarquer dans une solution de télésurveillance, par exemple, ou si on a des patients plus complexes, par exemple en oncogériatrie, on peut très bien imaginer qu'elles vont être en lien avec des soignants de proximité en ville, une autre infirmière, par exemple, un pharmacien ou autre, qui va pouvoir en fait être les yeux du patient, qui serait dans l'incapacité de le faire, par exemple. Donc elles sont, j'allais dire aussi, chevilles ouvrières de mise en place concrète. Parce que très souvent, les solutions digitales, elles sont proposées et en fait, un patient, il ne s'embarque pas comme ça, mais une équipe de soins, qu'elle soit à l'hôpital ou en ville, non plus. Il faut vraiment des gens qui soient repérés comme étant ceux qui vont, on va dire, prescrire la solution, mais aussi enclencher les choses, embarquer, expliquer qu'est-ce qu'on en attend. Et ça facilite et ça rend concret et réel la coordination dans un établissement, mais aussi en ville-hôpital. Thibaut, du coup, grâce à ta solution Swing Santé, donc, avec les médecins sur le terrain, comment est-ce que tu vois évoluer finalement leur équilibre et la reconnaissance finalement vis-à-vis d'une meilleure fluidité que ta solution permet?
Aujourd'hui, ce qu'on constate au niveau du remplacement médical, c'est que c'est un mode d'exercice qui attire de plus en plus et qui prend une part de plus en plus importante au niveau de l'offre de soins. Au niveau des remplaçants, c'est un mode d'exercice qui va apporter de la flexibilité. Il va permettre aux remplaçants de découvrir plus de régions, plus de territoires potentiellement sous-dotés. Les remplaçants ils vont pouvoir aussi essayer différents modes d'exercice, différentes structures dans lesquelles ils vont pouvoir s'installer par la suite. Et pour les médecins installés, ça leur permet tout simplement de se faire remplacer, de pouvoir s'absenter, de souffler, sans en fait rompre la continuité des soins pour leurs patients. Donc c'est un mode d'exercice qui est encore peu connu du grand public parce qu'on est vraiment de pro à pro et qui pourtant permet de maintenir vraiment cette chaîne qui entoure le patient au niveau de l'offre de soins, quoi. Je pense que c'est extrêmement utile de faciliter les remplacements. Il y a un vrai sujet. Mais par contre, du côté patient, notamment dans le monde rural, parfois, en fait, ça swing tellement vite, entre guillemets, que c'est quand même très compliqué d'avoir un sentiment de suivi. Alors, ça peut être rassurant si vous me dites « Ok, les médecins tournent, mais le dossier, il est bien là, il est bien rempli, il s'engage à ce qu'il y ait un suivi. » Il y a quand même j'allais dire, un sujet de qualité de suivi quand finalement on a des patients en France qui soit n'ont pas de médecin traitant, soit ont des médecins qui changent toutes les 3 semaines. Donc c'est voilà, un levier au moins de fil conducteur. Je pense qu'on pourrait travailler au Avec moins l'IPA. Voilà, et pourquoi pas d'avoir conducteur. des... Voilà, mais en fait, franchement, je pense qu'il y a un sujet quand même d'expérience pour les soigner, pour le coup, à pas oublier. Il y a le sujet effectivement du professionnel de santé, de l'outil, du patient, et en fait, au milieu de tout ça, il y a la confiance, en fait. Ça veut dire quoi? Parce qu'effectivement, tu le disais, Laure, dans le milieu rural, mais pas que, hein, je pense que même en ville, le fait que ça swing, alors ça permet de combler l'offre qui pourrait être absente, mais le sujet de la confiance, elle est primordiale. Aujourd'hui, dans tous les cas, le remplacement médical, il est encadré par le Conseil de l'Ordre. Un médecin, il ne peut pas se faire remplacer plus de 3 mois d'affilée, sauf sous exception, par exemple, congé maternité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, aujourd'hui, donc, sur l'application, on a 2500 remplaçants, donc on commence quand même à avoir un peu de recul sur la partie remplaçant. Et ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de 34 ans, il n'y a quasiment plus de remplaçants. Vraiment, ça chute énormément. Et donc, on voit bien que c'est un mode d'exercice où c'est la première marche pour les médecins. D'abord, ils vont commencer par le remplacement. Et ensuite, ils vont forcément finir par s'installer. Et en fait, cette première étape dans leur vie, elle apporte un réel soutien aux médecins installés parce que s'il n'y a personne pour les reprendre, la seule solution qu'il leur reste, c'est fermer le cabinet. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'on maintient une consultation chez un médecin généraliste, bah, à chaque fois, c'est potentiellement une consultation de moins aux urgences. Non, toute petite question pour vous, Marie-Astrid. Vous avez tout à l'heure évoqué le fait que les IPA, c'était une pratique finalement très développée depuis de nombreuses années dans d'autres pays, notamment au Canada. Il y a un certain nombre de politiques qui ont appelé de leur vœu le développement des IPA en France depuis des années aussi. Donc, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, on est sur on est sur une pratique un peu nouvelle dans le parcours en France. Néanmoins, on a du recul, d'après ce que je comprends, par l'expérience des autres pays. Est-ce qu'on a pu démontrer là-bas, est-ce que vous le savez ou pas, à quel point finalement c'était des bénéfiques, donc à la fois pour le patient, pour le professionnel de santé pour avoir une aération, et pour le système de santé sur le plan économique, ou est-ce qu'on n'a pas trop de recul là-dessus Alors si, ils ont pas mal de recul, mais que ce soit aux États-Unis ou même au Canada, où ça améliore la qualité de vie des patients. En termes de sécurité, on est au même niveau que les médecins. Et on améliore la qualité parce que derrière, en fait, les patients ont un temps de consultation, mais vous l'avez très bien dit tout à l'heure, supérieur, avec un temps d'écoute où on prend le patient en charge dans sa globalité. Donc en fait, on a des retours même médico-économiques qui montrent effectivement la plus-value de ces professionnels sur le terrain et sur un parcours de soins.
La France met un peu plus de temps à développer les choses, mais on a beaucoup de données en notre possession. Après, il faut qu'on arrive à transformer l'essai, il faut qu'on ait nos propres études médico-économiques, il faut qu'on évalue leur implantation sur le terrain et qu'on puisse prouver qu'elles ont un réel impact sur le système de santé et sur les patients. Moi, je voudrais souligner quelque chose qui est quand même aussi très important. Je reprends mon exemple en oncologie. On voudrait qu'il y ait plus d'IPA en oncologie. Pourquoi il n'y en a pas plus ? En fait, c'est pas si évident parce que c'est pas une toute jeune infirmière ou tout jeune infirmier qui va direct devenir IPA. Donc finalement, ça va être des personnes qui sont actuellement en hôpital de jour, en soins, et qui sont déjà donc d'excellentes infirmières d'hôpital de jour, de coordination, etc. Et donc finalement, de dire cette super infirmière, alors qu'on a un boulot de dingue, qu'il y en a de plus en plus de patients cancéraux et qu'on a du mal à boucler nos journées, je vais la mettre pour 2 ans en formation et je fais comment pour faire tourner mon hôpital de jour, quoi. Donc il y a un vrai sujet, j'allais dire aussi, de comment est-ce qu'on pourrait faciliter le mouvement là, pour aider les établissements à pouvoir proposer des IPA, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des établissements qui seraient ravis, il y a des IPA qui auraient envie, enfin des futurs IPA, mais dans la vraie vie, il y a une tension de soins. Donc il faut vraiment aider ça pour que ça puisse monter cette marche. Oui, avec cette problématique on manque déjà d'infirmiers, et que donc même si un établissement avait les moyens ou décide d'avoir des postes à créer IPA, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Donc c'est une vraie problématique. Après, il y a des aides qui existent aussi de l'ARS, etc. Mais effectivement, ça reste de toute façon insuffisant. Allez, on va continuer un peu maintenant. On va se tourner un peu vers les outils numériques. Je me posais la question, est-ce qu'ils sont facilitateurs ou est-ce que ce sont des obstacles ? Question à toi, Thibaut. Le numérique peut simplifier le quotidien, mais aussi ça peut être une couche de complexité. Alors, je dis ça devant Nolwenn, on se bat au quotidien pour justement que le numérique soit un facilitateur. Donc, comment pour toi, Swing peut justement faciliter ce temps médical, le fluidifier et pas être un obstacle en fait? Alors, nous, quand on a cherché à résoudre les problématiques qui gravitent autour du remplacement médical, on l'a eu un peu plus facile, je dirais que certains, c'est que ces problématiques, on les a vécues, nous, en tant que soignants, et on y a été confrontés. Et la solution qu'on a cherché à développer, c'est la solution qu'on aurait aimé avoir sur le terrain. Et la première chose qu'on a voulu résoudre, c'est la lourdeur administrative. C'est-à-dire que dans le remplacement médical, il faut, au-delà de la mise en relation entre les 2 professionnels de santé, il faut créer un contrat de remplacement, le signer par le médecin installé doit le signer, le remplaçant aussi. Il faut ensuite l'envoyer au Conseil de l'Ordre. Vient ensuite le versement des rétrocessions d'honoraires, toute la comptabilité aussi qui en découle. Et donc on s'est dit que si on devait apporter une solution aux soignants, elle devait forcément répondre l'intégralité de ces problématiques et que ça devait être le plus simple pour eux et que toute la difficulté, elle devait nous revenir à nous en fait. Elle devait être sur nos épaules. Et donc on est parti de ce principe-là et on a été rejoint par énormément de professionnels de santé dans l'aventure qui nous ont aidés à construire brique après brique notre solution. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la plupart des médecins qui utilisent notre solution reviennent forcément dessus, même s'ils ont d'ailleurs déjà le remplaçant, parce que justement, ils voient vraiment un gain de temps sur tout le processus. Et aujourd'hui, on est vraiment, vous l'avez dit, tout le monde le constate, on manque d'infirmiers, on manque de médecins, et chaque gain de temps qu'on peut faire gagner aux professionnels de santé, à chaque fois, c'est du temps médical potentiellement de rajouter. Nolwenn, tu ne vas pas y réchapper là. Il y a plein d'outils qu'on réalise pour l'hôpital. Je pense notamment à l'hôpital. Alors, c'est des noms qu'on aime bien. Le Aurore, le SAS, Mon Espace Santé. Selon toi, tout ce qu'on met en place là pour les soignants, est-ce que tu as le sentiment qu'on rajoute une couche ou que, in fine, ça va les aider? Parce que
l'efficience, c'est aussi libérer du temps médical et, et passer moins de temps devant un ordinateur. J'aime pas cette question. Non, je pense que y a plusieurs choses. Il y a déjà l'objectif, ce vers quoi on voudrait aller, c'est évidemment pas en rajouter une couche, mais plutôt simplifier, alléger tout ce qui peut l'être pour, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais avoir une meilleure organisation, ne pas perdre le sens de ce qu'on est venu faire en tant que soignant. Et puis il y a où on en est, les différentes étapes. Et on est dans une des différentes étapes, et à la limite peut-être qu'on sera toujours dans une étape parce que c'est en perpétuelle construction. Et ça fait forcément naître une grosse frustration à tout le monde, puisque c'est après la prise en main de tous ces outils-là, d'orientation, de partage de données, donc le ROR, Mon Espace Santé, etc. On va aussi vers l'IA, mais mettre en place l'IA, c'est aussi passer beaucoup de temps à travailler, à tester, à vérifier, etc. Et donc, on attend beaucoup de choses de tous ces outils-là, mais ça prend du temps de les apprendre, de les mettre en place, de les améliorer, parce qu'une fois qu'on les a, on se dit, bah oui, mais alors du coup, on pourrait avoir plus de fonctionnalités, on pourrait améliorer telle ou telle chose. Et c'est là où on se dit, finalement, c'est très très long. Alors, de notre côté, on travaille à l'échelle nationale, donc on s'adresse à énormément de professionnels de santé, mais même à l'échelle d'un territoire, d'une CPTS, même d'un cabinet de groupe avec d'une maison de santé ou autre, ou d'un établissement de santé, c'est toujours long d'apprendre à servir de nouveaux outils, de regarder son organisation versus l'outil pour que tout ça aille dans le même sens, en fait. Et c'est jamais l'organisation s'adapte à l'outil ou l'outil s'adapte à l'organisation. Tout le monde fait un pas vers l'autre, en fait. Et donc, je dirais que il y a forcément des étapes où on a le sentiment qu'on en rajoute une couche, mais c'est pas ça qu'on cherche à faire. L'idée, c'est vraiment de travailler à avoir une disponibilité d'informations, de travailler à avoir une invisibilisation de certaines tâches. Quand on parle de Mon Espace Santé, par exemple, où on demande, alors ça on fait pas, on demande aux éditeurs de solutions d'automatiser un certain nombre de choses, de partage de documents, d'envoi vers Mon Espace Santé. Il faut avoir confiance dans l'outil déjà pour pouvoir se détacher de cette préoccupation-là. Et une fois qu'on est habitué à ce fonctionnement-là et qu'on travaille sereinement avec, oui, on a enlevé une couche en fait. On a enlevé une couche qui s'est faite de manière automatique et sur laquelle on peut s'appuyer. Mais en même temps, vous savez tous qu'il y a quelques années, le DMP, il était vide. Maintenant, il commence sérieusement à se remplir pour tous ceux qui ont fréquenté les soignants depuis quelques années, du moins depuis 2022 et la généralisation de Mon Espace Santé. Et finalement, une fois qu'on a dit ça, tout le monde veut aller voir ce qu'il y a dedans, un professionnel de santé, et c'est notre objectif aussi. C'est que on veut pouvoir savoir facilement quelles sont les informations pertinentes dans ce dossier, qu'est-ce qui va aider à prendre en charge de manière efficiente les patients. Et puis du coup, on se dit, mais c'est pas pratique là. Et les outils, il faudrait qu'ils soient plus intégrés, plus automatisés, etc. Ça fait 2 ans qu'on travaille tous dessus sur l'ensemble des domaines pour que les logiciels des professionnels, des dossiers patients puissent interroger cet espace de manière la plus fluide, la plus simple possible, la plus transparente possible. Donc c'est long. Donc oui, ça donne le sentiment d'ajouter une couche, mais l'objectif est vraiment de les faire disparaître progressivement et ça ne se fait pas en un jour. Et ce que tu dis pas non plus, et j'en rajoute une couche, c'est qu'effectivement, on est de plus en plus devant une numérisation de la société, que depuis 2018-2019, il y a énormément, notamment à destination des établissements de santé, des cyberattaques. Donc en plus, on renforce la sécurité parce que derrière, ce sont les données des patients qu'il faut absolument protéger. Donc effectivement, ça peut nuire parfois à un déploiement un peu plus rapide et puis à une simplification dans la fluidité. Mais il faut faire rentrer tout ça en compte, comment le numérique peut libérer du temps médical, mais qu'en même temps les outils qu'on utilise, ils soient sécurisés.
Oui, alors ça, c'est un concentré de contraintes, la sécurité. Bon, ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'on est tous capables d'accepter un certain niveau de contraintes vis-à-vis de la sécurité dans notre vie de tous les jours. Alors, on cite souvent l'exemple de la banque parce que c'est un très bon exemple en matière de contraintes de sécurité. De plus en plus, quand on se connecte, on doit ajouter un code, prendre son téléphone, montrer patte blanche à plusieurs niveaux pour pouvoir se connecter ou faire une opération. Là, c'est la même chose. En fait, si on veut avoir confiance dans notre système, il faut aussi qu'on accepte un certain nombre de contraintes qui permettent de le sécuriser et de se dire, si je mets des données de santé ici, c'est en confiance que je le fais et que j'accepte que mes données soient aussi dans cet espace que finalement, techniquement, on ne maîtrise pas et pour lequel on s'appuie sur des professionnels du secteur. Donc oui, c'est aussi un gros travail, tout ce qui est authentification et c'est aussi un chantier, entre guillemets, de simplification sur lequel on travaille parce que ces contraintes existent, mais on essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus acceptables possible dans les organisations et dans les pratiques, en fait. Et elles sont différentes partout. Marie-Astrid, pour rebondir du coup sur l'accessibilité, l'accès aux outils, les conditions d'utilisation des outils et l'impératif de sécurité en même temps, comment est-ce que les IPA vivent sur ces difficultés et ces opportunités? Comment est-ce que votre quotidien est affecté ou au contraire soutenu entre guillemets par le numérique? Je dirais qu'on a eu un petit coup de pied, un petit accélérateur quand même avec la période Covid, qui est arrivée à peu près au même moment où les premières IPA étaient diplômées. Et j'ai en tête par exemple une collègue qui travaille dans un service de pneumologie, donc qui était en pleine implantation, en train donc, qui connaissait quand même bien les médecins, donc la collaboration était effective, c'était pas trop compliqué de ce point de vue-là. Donc après période Covid, ils se sont mis à mettre en place en fait de la télésurveillance. Elle s'occupe de patients qui sont atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive, donc c'est des patients qui sont à domicile, appareillés. Ils ont une file active d'à peu près 1200 patients et donc depuis en fait la période Covid, ils ont une petite cohorte qui intègre la partie télésurveillance et elle a développé en fait toute une activité de télésoins et en fait elle s'éclate. Elle s'éclate, mais à tel point qu'elle nous dit bien, voilà, la télésurveillance n'est proposée qu'aux patients qui ont déjà été vus d'abord vraiment en face à face à l'hôpital, ça c'est très important, parce que vous savez que le métier infirmier est basé sur une alliance thérapeutique. S'il n'y a pas cette alliance thérapeutique, on n'arrive à rien, notre exercice ne sert pas. C'est vraiment le cœur de notre métier, c'est vraiment la partie humaine la plus importante. Et donc elle nous dit bien, je reçois d'abord le patient, voilà, il y a quelque chose qui se passe, et à partir de là, je lui propose de rentrer dans cette télésurveillance. Et elle dit bien que la télésurveillance ne remplace pas le suivi, mais le renforce. Et ça, j'ai trouvé ça aussi assez fort. De se dire que non, on n'est pas dans un truc l'efficience à tout prix au sens de j'utilise un outil numérique, je ne vois plus le patient en présentiel, c'est beaucoup plus facile d'être caché derrière un écran et avoir une espèce de posture de sachant ou je ne sais quoi. Donc non, surtout pas. Ça améliore la qualité des soins, ça permet donc des actes de télésoins, IPA, téléconsultation pour les médecins, d'adapter le parcours du patient, parce qu'en fonction en fait de cette télésurveillance de l'appareil en fait au domicile, il y a une remontée de télétransmission une fois par 24 heures, et ça va éventuellement déclencher derrière un acte de télésoins ou donc de téléconsulte en fonction de la gravité de l'alerte. Et elle a pris le lead dans le service, tellement elle trouve ça extraordinaire comme outil complémentaire dans le parcours du patient, qu'ils ont développé des consultations pour l'infirmier, qui lui est plus sur le contrôle du changement de masque. Le patient doit allumer la machine, comme ça on voit s'il y a une fuite, etc. Il y a aussi des visios avec le kiné de l'établissement, donc qui est quand même spécialisé dans cette pathologie, qui fait des visios avec le kiné qui est au domicile du patient. Et là, pour tout ce qui est aide à la toux, donc on est dans
aussi bien l'éducation thérapeutique du patient, mais on est aussi dans la formation des soignants, des aidants également. Donc il y a vraiment énormément de choses qui se déploient. Et donc cette fameuse télésoin IPA avec de prises de décision, des modifications éventuellement des paramètres, parce que c'est dans ses capacités, ses compétences, renouveler, adapter le dispositif médical et faire bien sûr cette évaluation globale du patient, de la personne soignée et de voir éventuellement tout ce qui est détection de la fragilité. Donc il y a une alternance, mais donc un patient par exemple qui est télésurveillé, à qui on a donné un rendez-vous dans un mois avec le médecin, mais il se trouve que tous les paramètres sont bons, tout va bien, eh bien on va pouvoir décaler la consultation médicale ou la consultation infirmière en établissement en faveur d'un autre patient qui, lui, a des paramètres instables et donc il va pouvoir avoir une consultation avancée. Donc c'est assez incroyable. Moi, je comprends de votre retour d'expérience, Marie-Astrid, que finalement, on a assez bien réussi à faire face au double impératif de sécurité et puis de facilité d'utilisation. Parce que si les IPA s'éclatent, c'est que ostensiblement, c'est surtout un levier de déficience et non... Et c'est particulièrement intéressant, je trouve, que vous releviez du coup ce secteur de la télésurveillance, parce que c'est justement celui où les contraintes techniques de sécurité, d'interopérabilité et même d'éthique ont été finalement aujourd'hui conditions sine qua non pour que ces dispositifs médicaux numériques accèdent au remboursement, digitaux accèdent au remboursement. Donc là, on peut dire bravo quand même. Je dirais que c'est un défi que c'était de la DNS notamment, de se dire est-ce qu'on va réussir à imposer de monter une vraie marche en termes de sécurité sans freiner les usages. Et de ce que j'entends aujourd'hui de votre retour d'expérience, on peut au moins se féliciter de ça. Oui, et ils sont tellement convaincus dans l'établissement et dans le service qu'ils sont en train de recruter une deuxième IPA pour augmenter la cohorte. Je voudrais rebondir. En fait, c'est vrai qu'en tant que patient, on voit l'impact hyper positif de ces suivis de télésurveillance ou ces propositions de télésoins, etc., ou de téléexpertise. Vous soulignez aussi le fait que pour un soignant, c'est vrai pour les IPA, mais c'est vrai pour les infirmières de coordination, c'est vrai pour les oncologues, d'avoir un outil adapté à leur profession et à leurs actions. C'est satisfaisant. En fait, ils ont l'impression de bosser bien avec un outil bien. Alors que maintenant, je voudrais juste donc je me remets dans l'exemple de la pneumo-onco, typiquement, au moment où on a commencé à travailler. Aujourd'hui, il y a 3 solutions de télésurveillance en oncologie. Il y a Résilience, Security, Continuum Plus Santé. Nous, depuis le début, on travaille avec Continuum Plus Santé. On s'était rencontrés dans un défi santé numérique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a la solution technologique qui permet à tous les soignants de l'hôpital et de la ville d'interagir entre eux. Il y a cette idée d'ouvrir potentiellement aux soignants de ville, notamment le pharmacien, le médecin, l'infirmière de proximité. Et surtout, c'était la seule proposition où on disait tous les patients ne sont pas les mêmes. Donc il y a plein de patients qui peuvent être télésurveillés, c'est-à-dire que moi je vais pouvoir remplir des données en tant que patient, mais aussi des patients qui ont besoin d'aide pour ça. Et ça peut, et c'est l'objet donc des articles 51 Oncolink et Acoadem Picto. On peut s'appuyer sur le pharmacien d'officine ou éventuellement sur l'infirmière de proximité qui devient en fait les yeux et qui est en lien souvent avec l'infirmière de l'hôpital qui fait le suivi coordonné. Et ce que je veux dire par là pour les soignants aussi, c'est que je me souviens d'un pneumo-oncologue qui disait mais en fait avant, je sais que Madame Michu a envoyé un message, mais je ne sais plus si elle a appelé la secrétaire, si elle m'a envoyé un SMS, si elle m'a envoyé un mail, etc. Là, il y a un outil sécurisé qui est fait pour ça. Et quand moi, des patients me disent « Ah, mais moi, c'est génial, j'ai le 06 de mon médecin », je me dis « Non, je te disais, moi, j'estime pas que ce soit ça un truc génial. Ce que je trouve un truc génial, c'est quelque chose qui est fait pour ça, qui sécurise, qui fait qu'il y a une équipe derrière et aussi qui met pas le professionnel de santé en première ligne. Surtout, c'est pas possible de faire comme ça. Donc, la télésurveillance en oncologie, elle est déjà remboursée. Par contre, il y a encore très peu de patients qui y accèdent. Donc là, il y a un levier d'accélération
Donc c'est en cours, mais vraiment, je vous invite à utiliser, à développer largement parce que c'est utile pour les équipes de soins, c'est extrêmement utile pour les patients. On se sent, au lieu de se sentir abandonné, on se sent en lien. Et vous avez décrit exactement ce qui est important, c'est qu'il y a des patients pour lesquels tout va bien. Et écoutez, à ce moment-là, on les laisse tranquilles et tant mieux. Et si les signaux sont plutôt, ça répond pas bien, il y a un effet indésirable, on va le voir tout de suite. On va pouvoir le prendre en charge soit en ville, soit à l'hôpital. Mais du coup, on va pouvoir continuer le traitement. Et finalement, les chances de poursuite dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Et donc, les résultats médico-économiques, parce qu'en fait, on parle aussi de ça, avec l'efficience, et combien ça coûte tout ça, est-ce que ça vaut le coup ? Les articles 51 Oncolink et Aquadome Picto vont se terminer en octobre prochain. Et donc, on n'attend que ça. Les données, en fait, finalement, la partie médico-éco, c'est un énorme chantier. Donc, ça a pris un petit peu de retard, mais on espère beaucoup que ça va pouvoir faire la preuve de l'efficience, de la pertinence pour tous. Bon, il nous reste 5 minutes, on va terminer à l'heure. Mais Laure, reprends le micro, j'avais juste quand même une question pour toi. Puisque le numérique, en fait, il s'impose aux soignants, voilà, parce qu'ils en ont besoin, mais il ne s'impose pas aux usagers, comme on dit, enfin, en tout cas aux patients. Comment on fait pour les aider, les accompagner, qu'ils n'aient pas l'impression que ça crée encore de la distance, que ça les coupe du corps médical ? Alors moi, je pense que là, on est quand même sur pas mal d'idées reçues. C'est-à-dire que je pense que la majorité des patients ils sont plutôt favorables à être en lien avec leur équipe de soins. Et la majorité d'entre nous, on a des téléphones et tout ça. Et on est souvent plutôt très favorable à cet usage. Maintenant, tout le monde n'est pas en capacité de. Donc, il faut toujours garder celui qui n'a pas de téléphone, celui qui ne parle pas la langue, etc., etc. Il faut toujours, bien sûr, garder des points de vigilance et une réflexion pour pouvoir accueillir tout le monde. Mais la majorité des patients d'aujourd'hui, et on le voit bien avec la carte vitale qui devient digitale, etc., petit à petit intègre dans son quotidien de e-citoyen la santé. La seule chose, c'est qu'il faut absolument qu'on se rende compte que ce n'est pas à la place, c'est, comme vous avez dit, c'est pour renforcer un vrai lien de soins et humain. Donc en fait, c'est renforcer un lien humain par du digital. Et après ça, il faut m'expliquer. Parce que déjà, moi, je tombe malade, je ne sais pas ce que c'est que cette maladie, je ne sais même pas ce que c'est qu'un IPA, ce que c'est qu'un médecin nucléaire, machin. Je ne comprends rien. Au début, c'est vraiment difficile d'être malade, en fait. On doit apprendre plein de choses. Donc, on a besoin d'être aidé. Et donc, si on veut que les gens utilisent les outils, faut leur montrer. Et donc, il y a aussi probablement la place à des nouveaux temps. Ça peut être dans des temps d'éducation thérapeutique, ça peut être des rôles de patients partenaires, ça peut être plein de choses. Mais finalement de se dire, on pourra aider les patients avec des outils, mais il faut les aider à, entre guillemets, être embarqués. Et là, nous, on a ressenti beaucoup de freins, c'est dans les équipes de soins, où ça change. Il y a aussi utiliser l'outil, tout le monde n'est pas forcément super fan des trucs, quand on est infirmier, soignant, etc. Mais c'est aussi que ça change beaucoup la façon de travailler. Et ça, c'est pareil, ça s'accompagne. Et c'est pas si évident que ça. Il y a besoin de rassurer, voilà. Donc ça, c'est tout le travail que vous faites. C'est très passionnant, mais je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ce temps d'information, de formation et d'embarquement de toutes les personnes qui vont travailler avec ces outils. Vas-y, Nolwenn, tu avais un truc à dire, je sens. Mais oui. Mais oui, parce que en préparant un petit peu ce sujet-là, je m'étais dit, il y a quand même des équipes, une catégorie de personnes dont on ne parle pas beaucoup dans tout ça. C'est toutes les équipes techniques, toutes les équipes des DSI, mais pas seulement, parce qu'on parle des outils numériques, mais enfin, il y a de la technique un petit peu partout. Et dans tous les établissements de santé, il y a des équipes qui sont dédiées à toutes ces équipes support, en fait. Et ces équipes support, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier qu'elles existent, et il faut aussi ne pas oublier qu'on a besoin d'eux, et qu'ils ont besoin, eux aussi, d'être suffisamment outillés, suffisamment armés, et en nombre suffisant pour justement remplir leur mission, qui est d'aider, d'accompagner les soignants dans la prise en main de ces outils,
dans l'accompagnement au changement, parce que ça, c'est un vrai sujet. On pourrait en parler des heures. Mais c'est pas que du changement numérique. Hein. Enfin, moi, j'étais en établissement de santé pendant le Covid, ça a été évoqué tout à l'heure. Le changement, c'était tous les jours. Et là, j'ai vraiment vécu ce que c'était que la limite du changement dans les personnes, chez les personnes avec qui je travaillais. Parce que tous les jours, on avait un nouveau parcours, une nouvelle contrainte, un nouveau sujet. Et au bout d'un moment, même avec toute la bonne volonté du monde, on perd progressivement les gens. Donc, c'est vraiment un sujet super important, je trouve. Et si on pouvait mettre un peu plus l'accent là-dessus, c'est vraiment d'avoir des équipes support qui soient là pour être au service de tout ce système-là et des soignants, et pour les rassurer, en fait. Merci beaucoup à tous pour ces éclairages sur la notion d'efficience. On a finalement assez peu abordé le sujet aussi, la chance qu'on a aujourd'hui sur le plan technologique d'avoir des outils d'intelligence artificielle qui assistent, augmentent les soignants. Donc parmi les leviers numériques, on sait que celui-là en est un majeur, qui d'ailleurs est déjà finalement très présent en matière de télésurveillance, qui est l'exemple que vous avez choisi. Si vous deviez choisir juste un mot, je crois que ça c'était David qui tenait à ce que vous, maintenant, sur la base de tous nos échanges, vous nous partagiez le mot qui, d'après vous, caractérise aujourd'hui l'efficience. Qui doit caractériser l'efficience, l'humain. Et je vous l'avais posé la question, hein, vous l'aviez. Alors, c'est quoi le mot, Thibaut, pour toi ? Pour moi, l'efficience, c'est redonner aux soignants le temps de soigner. Il y a trop de mots. Ouais, trop de mots. Trop de mots. T'as triché. Le temps. Le temps. Vas-y, Nolwenn. Ouais, Que Laure, elle réfléchit, là, je la sens en ébullition, alors. Sur un mot, je ne vais pas y arriver, mais sur peut-être un sentiment, c'est-à-dire que moi, en tant qu'ancienne soignante, ou soignante, je ne sais pas si on est toute sa vie, mais... Il y a 3 infirmiers là quand même, on ne se rend pas compte, mais ils sont tous les 3. Ouais. Voilà. Et donc, ce serait plutôt de pouvoir finir mes journées en me disant que j'ai fait tout ce que je devais faire et pas seulement ce que je pouvais faire, ce que j'ai réussi à faire. C'est vraiment la satisfaction de me dire tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait aujourd'hui. Donc temps et satisfaction. Ouais, bien. Augmenter. Vas-y Laure, je te sens... En fait, ça peut pas être une définition, mais en fait, je dirais que si on réussit cette promesse d'efficience, c'est ce qui garantira l'équité de demain de notre système. Et en fait, là, on est déjà, j'allais dire, dans la mouise, donc c'est vraiment important. Merci. Humain, vous avez vu, hein, vous pouvez les applaudir. Merci à vous d'être restés avec nous et puis à très bientôt.